Bienvenue dans Dimanche en politique, votre magazine de débat régional. À mes côtés, Laurent Dubois, notre journaliste politique de la rédaction. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Alors nous continuons à explorer la campagne présidentielle dans notre région avec une question cette semaine. Midi-Pyrénées restera-t-elle à gauche? Le PS peut-il bénéficier chez nous d'un microclimat? Quelle influence pour Jean-Luc Mélenchon, qui a réalisé de bons scores dans nos 8 départements en 2012? Emmanuel Macron peut-il créer la surprise? Alors avec nous pour répondre à ces questions et débattre, Laurent, 3 invités. Philippe Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste du Gers et vous êtes également le président du conseil départemental du Gers et vous soutenez évidemment Benoît Hamon. Face à vous, Manuel Bompard, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat à la France Insoumise en Haute-Garonne pour les législatives et vous êtes également le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Enfin, avec nous, Mickaël Nogal, bonjour. Bonjour. Vous êtes le référent du mouvement En Marche en Haute-Garonne et vous soutenez donc Emmanuel Macron pour cette présidentielle. Alors avant de vous donner la parole, messieurs, vous le savez, c'est la tradition ici. Tout d'abord, on écoute celle des citoyens à qui vous êtes allé demander un peu l'état de la gauche, Laurent, dans les rues de la capitale du Lot, Cahors, et on s'est bousculé, on peut le dire littéralement, Absolument. Devant votre micro. Ça a passionné ses habitants, on les écoute. Nous sommes à Cahors, devant les Halles. Le Lot, une terre radicale socialiste avec 2 figures emblématiques. L'ancien président de région, Martin Malvy, et évidemment Maurice Faure. Alors, 30 jours avant le premier tour de la présidentielle, quelle image à la gauche? Est-ce que la gauche peut résister dans le Lot et ailleurs en Midi-Pyrénées? Eh bien, on va poser immédiatement la question aux Lotois. Quelle image avez-vous de la gauche? Décomposée, une image décomposée. J'ose espérer qu'après les élections présidentielles, elle va se reconstituer, enfin une vraie gauche, je veux dire. Voilà. Pour vous, le candidat qui incarne le mieux la gauche pour le moment, qui c'est? Pour moi, ça serait Macron, parce qu'en plus il est mignon, ça m'intéresserait. Est-ce qu'il faudrait une seule candidature à gauche, que Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon se retrouvent? Oui, mais enfin, il y a quand même des divergences assez profondes, en particulier sur l'Europe, et puis même sur la vision de la démocratie, l'approche de la démocratie dans ce pays. Est-ce que vous pensez que la gauche a une chance pour l'élection présidentielle de 2017? En aucune manière. En aucune manière. Est-ce que les gens vont quand même voter à gauche parce que c'est le Lot? Et non, j'ai peur, moi, que les gens se déplacent et votent blanc, parce qu'ils se déplaceront, je pense. Ils sont mobilisés, ils sont très attentifs à ces élections, et par rapport à d'autres, je crois que ça a plus d'impact. Mais malheureusement, ça n'ira pas à gauche. Je pense pas. Allez messieurs, premier tour de table en 30 secondes chacun. Est-ce que vous pensez que la gauche va perdre des électeurs dans nos 8 départements? Philippe Martin. Non. Moi, je suis de nature optimiste et volontaire. Ça ne tient qu'à nous d'aller vers eux, de leur expliquer, de leur parler de ce qui a été fait pendant 5 ans, de ce que les uns et les autres nous voulons faire en défendant nos idées, en essayant enfin de parler de nos programmes et de nos projets plutôt que de tous ceux dont on a parlé depuis le début de cette campagne. Manuel Bompard, même question. Non plus. Je crois qu'on est à 1 mois de l'élection présidentielle. Les enquêtes d'opinion disent qu'à peu près 50%, une personne sur 2 n'a pas fait son choix, fait partie de ce qu'on appelle les indécis. Je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'aller convaincre sur des propositions. Nous, pour notre part, on a un programme, l'avenir en commun, et on essaye de le présenter auprès des citoyens pour les convaincre que c'est important d'aller voter le 23 avril prochain. Mickaël Nogal. La question, pour nous, elle est déjà derrière nous, puisqu'on a décidé avec En Marche de dépasser les clivages entre la gauche et la droite. Donc, cette question de savoir comment va se comporter la gauche pendant cette élection, pour nous, elle est déjà derrière. Nous, l'avenir, c'est le dépassement des clivages et la victoire des progressistes. Alors Laurent, replongeons-nous un instant dans l'échiquier politique local. En quoi peut-on dire aujourd'hui concrètement que les 8 départements de l'ex-Midi-Pyrénées sont à gauche? Ah oui Patrick, un peu de géographie politique, et vous l'avez dit, 8 départements, sur les 8 départements, 6 sont à gauche, PS ou PRG. Le Tarn-et-Garonne un peu plus indécis, c'est une sorte de coalition, et puis évidemment le seul territoire vraiment de droite, c'est l'Aveyron. Il y a aussi le conseil régional de la grande région Occitanie, qui est entre les mains d'une alliance PS-PRG Nouveau Monde, c'est-à-dire Europe Écologie. Effectivement, certains
nombre de communes. Donc pas de doute, Midi-Pyrénées est une terre de gauche. Alors, mais les temps changent. Regardons notre dernier sondage régional publié ce lundi. J'insiste parce que les chiffres, notamment entre Hamon et Mélenchon, ont changé. Sondage réalisé auprès de 1300 personnes. Là aussi, rapide tour de table, arrive en tête Marine Le Pen avec 29%. Manuel Bompard, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je crois que c'est le résultat d'une colère, qui est une colère populaire grandissante partout dans le pays, en particulier dans notre région, une colère face aux difficultés sociales. C'est pas de l'adhésion, c'est la contestation. Je crois, oui, et je crois que c'est surtout Marine Le Pen, en tout cas, pour l'instant, ça reste des sondages et des intentions de vote, mais elle profite surtout d'une démobilisation d'un électorat qui se pose la question de savoir si c'est nécessaire de se déplacer pour aller voter. Donc, encore une fois, l'objectif maintenant, c'est de s'adresser à ces gens-là et de leur dire face à aux difficultés sociales qu'ils rencontrent, par exemple. C'est pas la gauche qui a trahi. Non, mais je crois clairement que le et qui bilan récupère du coup l'électorat populaire passe chez Marine Le Pen. Moi, je j'utiliserai pas ces mots-là, mais le bilan de François Hollande, clairement, je pense, ça a précipité des gens dans l'abstention. Ça me paraît évident, ouais. Philippe Martin, la faute au bilan Hollande, là, c'est 29%. Donc surtout, je le rappelle encore une fois de plus, ici, en Occitanie, 29%. Je crois la faute plus globalement à une gauche qui a peut-être laissé effectivement un monde rural sans discuter, sans discussion avec lui. Notre Middle West à nous, celui qui a permis à Trump de gagner, il existe aussi, c'est des gens à qui on parle plus, qui savent plus s'ils font partie ou non de la République, qui se demandent pourquoi ils habitent dans des zones où on leur parle pas, où il y a moins de téléphonie mobile, où il y a moins de... C'est Foll qui n'a pas fait son job. Non, je crois que le travail il était fait, y compris par Jean-Michel Baillet comme ministre en charge de la ruralité. Mais parfois, on est un petit peu obsédé par les marges et on ne va plus parler aux gens qui, au milieu, sont des gens qui travaillent, essayent de joindre les deux bouts et ont des difficultés, se demandent pourquoi il n'y a pas un médecin près de chez eux, pourquoi l'école ferme. Et tout le travail difficile, je suis assez d'accord avec l'analyse qui a été faite, c'est de renouer le lien avec ces gens-là pour leur expliquer à la fois ce qui a été fait, ce qui a été moins bien fait et ce qu'on peut faire pour vivre ensemble dans cette République. Michael Nogal, ce chiffre de 29% de Marine Le Pen ? Je ne vais pas vous mentir, c'est plutôt inquiétant. Alors si on sépare la Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, je pense qu'on obtiendrait des chiffres un peu différents, et ils sont aussi différents au niveau national. Pour moi, c'est inquiétant. Et au-delà des sondages, ce qui est intéressant, c'est d'abord le terrain, les retours qu'on a du terrain. Avec Emmanuel Macron et En Marche, aujourd'hui, en Haute-Garonne, par exemple, c'est 6 000 personnes qui se sont engagées en moins d'1 an. Au niveau de la région, on est autour de 20 000 adhérents. Ça, c'est des chiffres certifiés, on peut vous faire confiance. Tout à fait. Parce que les partis bidouillent les chiffres. Et puis, je vous donnerai les preuves si vous les souhaitez, il n'y a aucun problème pour ça. Mais voilà, moi, ce que je vois, c'est cette dynamique derrière Emmanuel Macron. Un autre chiffre qui est frappant quand même sur ce sondage, on va le revoir, les intentions de vote au premier tour en Occitanie, même si on le répète, ça commence à se tasser entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, ils sont à peu près au même niveau. 13,5 pour le candidat socialiste, c'est du jamais vu. Oui, c'est bas. Alors effectivement, comme on le dit, il faudrait peut-être séparer les deux, mais ces chiffres-là sont pas très éloignés de ce qu'on a au plan national finalement. Mais comme on l'a dit, il y a encore beaucoup de gens qui sont incertains dans leur vote. Un mois, ça peut paraître court, mais c'est un mois là intense de campagne qu'on va pouvoir faire pour expliquer les projets et essayer de convaincre les gens. Donc je pense que s'agissant du candidat pour lequel je suis engagé, le score sera supérieure à ça, dans une région qui est effectivement de gauche. N'oublions pas qu'elle avait donné la majorité à François Mitterrand en 65 face à De Gaulle et que le Gers, en tout cas, était un des rares départements à avoir donné cette majorité. Donc il y a une histoire. Je pense que cette histoire, on est capable de l'entretenir. Alors ici, plus qu'ailleurs, sur notre terre de gauche, est-ce qu'il commence à y avoir une véritable querelle de légitimité entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, puisque les écarts se resserrent dans les sondages, ou alors il n'y a pas lieu du tout d'en parler, c'est pas du tout la même proposition? Non, moi je pense surtout que c'est pas l'enjeu. L'enjeu, on est dans une élection présidentielle, donc l'enjeu c'est de savoir qui va gouverner le pays. C'est quand même de terminer devant l'an Non, l'enjeu c'est d'être présent au deuxième tour de l'élection et de gouverner le pays pour amener le pays face aux défis qu'il rencontre aujourd'hui. La question sociale, on en a parlé tout à l'heure, le défi climatique, la question écologique qui est devenue centrale, elle était peut-être moins centrale les fois précédentes, la question démocratique, le risque de guerre qui parcourt le monde et l'Europe. Aujourd'hui, c'est des grandes questions et l'élection présidentielle, elle doit permettre de choisir pour les Français entre différents projets politiques pour répondre à ces défis. Nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on positionne l'enjeu de cette élection. On rentre pas dans une forme de concurrence pour savoir qui sera en tête de ce qu'on appelle la gauche, et encore cette catégorie mériterait d'être précisée au vu, franchement, du bilan du quinquennat Hollande. Donc voilà, l'enjeu, c'est
permettre aux Français de choisir entre différents projets politiques. Je crois que c'est le sens de la démocratie. Alors justement, ni droite ni gauche, vous l'avez dit, Michaël Nogal, et Emmanuel Macron, qui en Occitanie, comme partout en France, se classe deuxième. Alors est-ce que comment vous présentez ça aux gens que vous croisez sur le terrain, ici notamment en terre de gauche notamment? Écoutez, je crois que le projet d'Emmanuel Macron, qui se veut être le candidat du rassemblement et le candidat du travail, il est simple. Le projet, c'est libérer, protéger et réconcilier. Donc ça, je pense que c'est aujourd'hui un discours qui parle aux Français. Un autre candidat pourrait le dire, Benoît Hamon ou même Jean-Luc Mélenchon pourraient reprendre exactement les mêmes thèmes. Oui, mais la différence, c'est que Emmanuel Macron, fort des différences de chacun, il a su justement créer un mouvement qui rassemble tout le monde, qui rassemble les progressistes, qui sont sur à le gauche, cadavre à des droite, deux autres gauches. Écoutez, j'étais membre du Parti socialiste. J'ai été membre du Parti socialiste pendant quelques années. Aujourd'hui, au Parti socialiste, il y a une majorité de progressistes. Il y a aussi des conservateurs. À droite, au centre, chez les écologistes, c'est pareil. Donc aujourd'hui, ces progressistes-là se retrouvent dans la candidature d'Emmanuel Macron, tout simplement. Philippe Martin. Moi, j'aime bien la fidélité. Je suis socialiste. Je le suis depuis 1976. Je le suis toujours. Ça n'a pas toujours été le candidat que j'ai choisi à une primaire qui a été le candidat, et pourtant je l'ai toujours soutenu parce que pour moi c'est une règle, une espèce de valeur. Et je trouve cette notion de casser les clivages entre la droite et la gauche, ni à droite ni à gauche. Non mais je peux admettre qu'elle répond à une espèce d'envie comme ça qu'ont parfois les Français du fameux gouvernement d'union nationale où on prendrait les meilleures idées de droite, les meilleures idées de gauche et on essaierait de faire une envie, un bon je programme. pense que c'est vraiment un changement profond dans la société. C'est pas d'aujourd'hui, ça a déjà existé, mais je pense que ça relève quand même de beaucoup d'ambiguïté. Il y a beaucoup d'ambiguïté. Parce qu'à la fois, il y a des gens qui ambiguïté, vont... c'est poli, c'est ambiguïté ou carrément un peu trop plus en ambiguïté, parce que j'ai pas envie d'être discourtois. Ambiguïté, c'est quand on a des gens qui veulent pas soutenir le candidat Benoît Hamon parce qu'ils estiment qu'il ne soutient pas assez le bilan du quinquennat. Il pourrait aller chez Emmanuel Macron, qui veut en remettre en cause les RTT, les rythmes scolaires et plein d'autres choses qui font partie du bilan Écoutez, je pense que du quinquennat. Donc l'ambiguïté, elle est que quand vous allez de Xavier Tibéri jusqu'à Robert Hue, en passant par Braouzek, écoutez, et puis des gens comme Douste Blaise ici, l'ambiguïté, elle est plus au sein du Parti socialiste, qui on l'a vu pendant 5 ans, a montré des divisions internes et n'a pas su trancher avec une primaire qui était la primaire du Parti socialiste et qui n'a pas fonctionné. Manuel Bompard, ni droite ni gauche. Ni droite, non, mais je laisse faire le débat entre votre analyse sur ce concept de ni droite ni gauche. Non, mais d'abord, je trouve intéressant, il y a autour de la table effectivement des gens qui soit ont exercé des responsabilités au gouvernement, c'est en tout cas des représentants de gens qui ont exercé des responsabilités au gouvernement ces dernières années. Et donc effectivement, il y a des gens dans ce pays qui pensent que l'action qui a été l'action de François Hollande était une bonne action. Je le respecte, c'est pas mon point de vue, mais je le respecte. Donc c'est normal qu'ils puissent s'exprimer. Je pense qu'il y a aussi des gens, y compris dans ce que vous appelez la gauche, et effectivement, je pense que malheureusement, au vu des politiques qui ont été mises en place ces dernières années, cette catégorie commence à être un petit peu ambiguë. Et je pense effectivement qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent plus dans ce clivage, pas au nom d'un gouvernement d'union nationale, mais plutôt des gens qui aujourd'hui sont très éloignés du système politique tel qu'il est, qui se disent bon finalement c'est tous les mêmes, quel que soit le camp qu'on choisit, finalement c'est la même politique auquel on a le droit, et qui font partie, je pense, de ces indécis ou de ces gens qui hésitent à aller voter. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que nous, par exemple, dans le programme, un axe central, c'est la question de la 6e République, parce que il faut répondre à ce désaveu démocratique des gens qui se disent bon, tout ça, c'est tous les mêmes, tout sera pareil. Donc, non, il faut tourner la page. Il faut tourner la page des politiques qui ont été mises en place ces dernières années. Et pour ça, il faut réoxygéner la démocratie. C'est ce qu'on propose avec la Constituante et la 6e République. Pour conclure ce tour de table avant le reportage, Michaël Nogal, il y a beaucoup de gens du PS qui vous rejoignent actuellement ou pas? Des gens du PS et puis de tous les partis. Vous avez au sein du mouvement Monique Iborra qui était députée socialiste auparavant, qui a rejoint En Marche. Vous avez partout dans la région d'autres parlementaires et d'autres élus. Mais surtout, moi, ce que je veux mettre en avant, c'est aussi les 70% des adhérents d'En Marche qui sont issus de la société civile et qui incarnent aussi ce renouveau. Et j'entendais Manuel Bompard parler de 6e République. Je pense d'abord que l'effort à faire des politiques, il est dans les pratiques, il est dans les idées. Et ce renouvellement, c'est aujourd'hui Emmanuel Macron qui l'incarne. Oui, mais on ne peut pas être seulement dans une confiance individuelle pour des responsables politiques. La question posée aujourd'hui, c'est la question de quel contrôle des citoyens sur les politiques qui ont été mises en place. Si on prend les deux derniers présidents de la République rapidement, Nicolas Sarkozy avait dit « je toucherai jamais aux retraites ». Qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché aux retraites. François Hollande avait dit « je renégocierai le traité européen ». Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas renégocié le traité européen. Je pense que les gens, ils en ont assez de ça. Et donc, ils ont besoin de mécanismes de contrôle politique. La 6e République, c'est ça. C'est pas seulement l'éthique personnelle des élus.
Merci à vous, messieurs. Alors, on va voir un dernier chiffre. Celui qu'on n'a pas vu, c'est le résultat de François Fillon en Occitanie. 15 points, un des plus mauvais résultats en France. Et on va voir justement qu'il n'est pas simple pour la droite de faire campagne en Midi-Pyrénées. Reportage et décryptage signé Cécile Fréchinos et Frédéric Dess. Bonsoir Toulouse. 3 mai 2012, 3 jours avant d'être élu président de la République, François Hollande donne son dernier meeting place du Capitole devant 25 000 personnes. Lionel Jospin rappelait qu'ici, à Toulouse, François Mitterrand avait coutume de terminer ses campagnes électorales les plus prestigieuses. Après François Mitterrand, Lionel Jospin et François Hollande, Benoît Hamon ne dérogera pas à la règle. C'est à Toulouse qu'il terminera sa campagne le 21 avril prochain. Midi-Pyrénées reste bien ancré dans la tradition du Parti socialiste. C'est une terre de gauche, c'est une terre où le socialisme municipal a un véritable ancrage, une terre où il y a une vraie adhésion, une terre de partage, une terre humaniste, une terre de gauche et radicale dans sa tradition depuis la Troisième République. Une terre socialiste qui s'est pourtant peu mobilisée aux dernières primaires de la gauche. En Haute-Garonne, seulement 61 000 électeurs se sont rendus aux urnes, mais à droite, le rendez-vous de la primaire a suscité davantage d'engouement. Plus de 82 000 citoyens sont allés voter. Ça fait 40 ans que sur notre territoire, nous avons la gauche. Dans ce contexte, les militants Les Républicains font plus que jamais campagne et veulent croire en leur candidat. On l'a vu à la primaire, l'apparition d'une nouvelle forme de droite assez sympa, assez jeune, assez décomplexée, pas sectaire. Et celle-là, c'est celle qui va revivre. Ils étaient heureux de la primaire, ces gens-là. Ils sont de nouveau heureux sur le vote de la présidentielle. Bonjour, je laisse un petit papier. Les frontistes, eux, siphonnent déjà les voix de la gauche depuis plusieurs élections. C'est toujours le français moyen qui mange. J'ai déjà voté pour elle aux dernières élections et j'ai mon opinion qui s'est encore plus renforcée. Est-ce que vous votiez auparavant ? Avant, je votais écologiste. Aux dernières régionales, le Front National est arrivé en tête au premier tour dans le Tarn et le Tarn-et-Garonne et compte bien continuer sur sa lancée. Ici, sur cette terre de Jean Jaurès, la gauche a laissé de côté les ouvriers, les classes populaires, les classes moyennes. Et Marine Le Pen a récupéré ses ouvriers ? Bien sûr, elle fait le choix tout simplement des ouvriers, des artisans, des commerçants. Son projet est tourné vers eux, pour eux. Marine Le Pen, elle aussi, a décidé de faire un grand meeting à Toulouse, une semaine avant celui de Benoît Hamon. Alors, face à des électeurs de gauche parfois déboussolés, on l'a vu, Michael Nogal, est-ce que finalement Emmanuel Macron ne va pas bénéficier d'un, entre guillemets, vote utile ? Écoutez, on regardait tout à l'heure les sondages et les résultats, je vous disais, sont assez effrayants pour Marine Le Pen. Moi, ce que je regrette dans la région, c'est que on a aujourd'hui des forces de gauche qui donnent des leçons à tout le monde et qui, dans un même temps, concentrent leurs attaques sur les autres candidats de la gauche et pas de la droite extrême et de l'extrême droite. Donc, j'en profite que M. Martin soit présent pour qu'il nous explique aussi quelle est sa position. Quand j'entends aujourd'hui des personnes du Parti Socialiste dire qu'Emmanuel Macron est le marchepied du Front National, à tous les niveaux de responsabilité au Parti Socialiste, je précise, je suis assez inquiet aussi du climat. On va laisser répondre Philippe Martin. Bon, c'est pas mes expressions. Moi, quand Marine Le Pen vient dans le Gers, je participe à une contre-manifestation. J'essaie d'expliquer aux agriculteurs ce qu'ils peuvent tirer de l'Europe pour essayer de faire en sorte que ce vote agricole ne vienne pas vers des gens qui vont finalement les ruiner. Donc moi, c'est pas mon expression. Moi, j'ai envie de me battre. Et l'histoire du vote utile, je trouve c'est dégradant dans la société aujourd'hui. Voter utile, c'est voter pour les convictions que vous jugez le plus utiles si elles pouvaient être au pouvoir. Et quand quelqu'un ne se reconnaît pas dans un candidat... Non, mais attendez, de plus en plus, ne faisons qu'un deuxième tour. On pourrait faire qu'un deuxième tour. On pourrait prendre les sondages et dire on va faire qu'un deuxième tour. Moi, s'il y a des gens dont les convictions sont celles de Jean-Luc Mélenchon, qu'ils votent pour Jean-Luc Mélenchon. Si c'est celle de Benoît Hamon, qu'ils votent pour Benoît Hamon. Vous savez bien qu'avec le mode de scrutin, il y aura, ça sera binaire. S'il y a un second tour, il faut arrêter cette musique qui est d'installer l'idée qu'il y a un rempart contre Marine Le Pen et un seul. Jean-Luc Mélenchon gagnerait au deuxième tour contre Marine Le Pen. Benoît Hamon gagnerait contre Marine Le Pen. Donc, votez pour les convictions qui sont les vôtres et levez ces ambiguïtés.
discuter. On au verra au lieu second tour, c'est ça, voter au premier tour. Oui, mais encore faut-il y être au second tour, Manuel Bompard. Oui, mais bon, moi je suis d'accord avec ça. Je trouve bien que vous le disiez. Je pense que vous auriez pas forcément tenu ce type de propos il y a quelques années, mais c'est pas grave. C'est une bonne chose que vous disiez ça. Et effectivement, je pense qu'il faut parler d'un vote de conviction et qu'il faut convaincre effectivement sur des propositions, et y compris d'un point de vue maintenant d'une analyse chiffrée. Dans les dernières enquêtes d'opinion, alors on peut toujours se poser la question de savoir si elles représentent réellement la réalité, mais elles disent que François Fillon est à 16-17%. Moi, j'ai envie de dire aux électeurs qui se reconnaissent, je vais pas dire de la gauche, mais dans les idées progressistes, faites votre choix, choisissez entre les différents projets qui s'offrent à vous. Et franchement, le vote pour le moins pire, ça reste toujours le vote pour une partie du pire. Voilà. Donc il faut pouvoir choisir. Et vous aurez le même discours après le premier tour, parce qu'à un moment donné, c'est binaire. Non, mais après le premier tour et au deuxième tour, il y aura que 2 candidats, donc il faudra bien choisir entre les 2 candidats. Donc, mais attendons après ça viendra plus tard. Bon, donc aujourd'hui, il faut choisir entre différents projets politiques. Nous, on pense que Jean-Luc Mélenchon peut être présent au deuxième tour de l'élection, et on appelle les citoyens à s'intéresser à nos propositions et à notre programme et à le choisir le 23 avril prochain. Je pense aujourd'hui, plus que jamais en 2017, la classe politique, elle doit aussi faire son autocritique. S'il y a autant d'indécis à un mois de l'élection présidentielle, c'est parce que les responsables politiques jusqu'à présent n'ont pas forcément apporté les réponses qu'attendaient les Français. Vous avez raison, y compris le ministre de l'économie du dernier mandat. Et aussi la manière de faire de la politique. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le renouvellement. Il faut renouveler les pratiques. Les affaires qui interviennent à droite et à gauche sont de nature justement à renforcer les indécis, à renforcer le vote de Marine Le Pen. Donc il faut aujourd'hui aller convaincre ces indécis. Nous, c'est le travail qu'on fait avec En Marche sur le terrain. Et on continuera à faire. Excusez-moi, mais je comprends très bien ce que vous dites, mais clairement, M. Macron, il a gouverné ces dernières années. Il est responsable de la politique économique de ce dernier gouvernement. De l'économie de 2014 à 2016. Donc, un certain nombre de ses propositions, pourquoi il les a pas mis en place avant? Il était ministre de l'économie, il n'était pas chef de l'État. Aujourd'hui, il a un projet. Oui, enfin, j'espère que le ministre dans l'économie dans ce pays a quelques pouvoirs quand même. Écoutez, il a créé une loi, notamment en 2015, qui a été une loi qui a bouleversé le quotidien des Français, que certains ont jugé fourre-tout, mais qui a permis de libéraliser un secteur, notamment celui des autobus, pour prendre une des mesures phares. Je ne pensais pas que vous alliez assumer cet exemple-là. Bien sûr que je l'assume. Bien sûr que je l'assume, puisque 6 millions de personnes ont voyagé sur ces bus en 2016. Si ça, c'est pas un travail fait pour la mobilité des Français qui ne pouvaient pas auparavant voyager par d'autres moyens. Au détriment d'autres moyens de transport. Non, pas du tout. Puisqu'on parle transport, ça me permet d'être vraiment interpellé par la déclaration hier d'Emmanuel Macron en disant que, s'agissant de la ligne TGV entre Paris et Toulouse, elle n'était pas forcément nécessaire puisqu'il y avait Emmanuel Macron a toujours soutenu cette ligne. Il y avait une navette Air France qui était très pertinente. C'est ces mots. On en a parlé dans nos journaux. Oui, mais quand il a parmi ses principaux soutiens Madame Hydrac, qui est présidente du conseil de surveillance du concessionnaire de l'aéroport quand il a été comme ministre de l'économie très très favorable à la privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Vous savez très bien que c'est quelqu'un de votre camp. Je trouve ça vis-à-vis de Carole Delga, vis-à-vis de Martin Malvy, vis-à-vis de beaucoup de ceux. Et là, vous disputez, mais vous étiez tous partisans de la privatisation de l'aéroport. Il y a peut-être une navette qui fait Paris-Toulouse, mais il n'y a pas de navette qui fait Paris-Agen. Le sujet de l'aéroport a été géré par Arnaud Montebourg, et Emmanuel Macron a rappelé aujourd'hui même dans un communiqué qu'il soutenait depuis toujours. Non, pas du tout. Pas du tout. Hier, il a dit le contraire. Écoutez, je connais bien Emmanuel Macron. Je le suis depuis 2014, depuis qu'il est ministre de l'économie. Vous êtes senti comment, mal à l'aise? Vous avez eu le sentiment que c'était une bourde? Mais pas du tout, parce que cette phrase a été sortie de son contexte une fois de plus. C'était mal compris. Et parce qu'il a rappelé, et parce que je sais qu'Emmanuel Macron soutient cette ligne à grande vitesse pour Bordeaux et Toulouse, dont la 4e ville de France a besoin. Sur les transports, nous, clairement, notre position, elle est claire sur la question de la ligne à grande vitesse. Nous, on y a été opposés. On pense qu'il y a des positions alternatives possibles, que ça coûte extrêmement d'argent, que ça se fait dans le cadre d'un partenariat public-privé avec lequel on est en désaccord. Donc, on pense au contraire qu'il faut rénover les lignes existantes, en particulier la POLT. Bon, voilà, s'il faut parler de ce sujet, on peut en parler. Mais on a vu à travers cette polémique vos divergences et vos positions respectives. On arrive déjà à la conclusion de cette émission. Alors messieurs, on va revenir à la question centrale et on va demander à chacun d'entre vous de livrer votre analyse. Midi-Pyrénées peut-elle rester une terre de gauche, Manuel Bompard? On a discuté de savoir quels étaient les contours d'une terre de gauche. Donc, en tout cas, moi, je crois que Jean-Luc Mélenchon peut faire un score extrêmement important en Midi-Pyrénées, comme par ailleurs dans le reste du pays. Je le pense parce que je crois qu'il apporte des réponses qui
sont des réponses raisonnables aux urgences que connaît aujourd'hui le pays. Je pense que la France est aujourd'hui la recordman d'Europe du nombre de millionnaires. Je crois qu'on peut partager les richesses dans ce pays. Je crois que la France peut devenir la première nation écologique du monde. Je crois qu'on peut inventer une nouvelle démocratie avec la 6e République. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et je pense que Jean-Luc Mélenchon porte ses propositions. Mickaël Nogal. Je partage l'optimisme de M. Bompard. Je pense aussi que, comme je le disais plus tôt, qu'il est aujourd'hui temps qu'on dépasse certains clivages qui ont eu tendance à restreindre le champ politique et à scléroser la vie politique dans notre pays. Aujourd'hui, ce mouvement il est porté par Emmanuel Macron et par En Marche. Et fort des 6 000 adhérents qu'on a dans le département et des 20 000 adhérents qu'on a dans la région, je pense qu'il nous reste un mois pour aller convaincre que le progressisme, c'est la voie désormais qu'il faudra choisir pour mener une politique qui soit à la fois pragmatique et efficace et pas rester dans les querelles de partis et les petits arrangements entre amis qui ont eu cours ces dernières années. Philippe Martin, Midi-Pyrénées peut-elle rester une terre de gauche? Mais est-ce que la question est si importante que ça, si c'était pour rester dans une France qui serait de droite ou d'entre-deux? Moi, ce que je veux, c'est que la France tout entière, elle soit de gauche. Et donc, c'est pour ça que je soutiens Benoît Hamon, le futur désirable qu'il propose, les nouvelles solutions qui sont les siennes et qu'il finira, comme d'autres avant lui à gauche, à Toulouse, à Ernest Vallon, le 21 avril, une date qui est un drame pour la gauche, mais qui peut justement être celle du sursaut. Et moi, je mettrai toutes mes forces comme militant socialiste au service du candidat du Parti socialiste et de l'ensemble de la gauche. Et j'ai beaucoup de regrets de voir certains qui ont leur carte du Parti socialiste se détourner pour d'autres en oubliant souvent que leur vie politique, ils l'ont fait grâce au Parti socialiste. Et Jean-Luc Mélenchon sera le 16 avril aussi à Toulouse. Voilà, voilà moins tout le monde. Tout le monde viendra également avant le premier tour. Vous avez la date? Pas encore la date, mais il viendra. Ok, merci. De toute façon, on vous retrouvez ça dans les carnets de campagne de la présidentielle, les lundis et les vendredis. Dans les journaux. Merci à vous d'avoir accepté de débattre. La politique, ça continue et le débat aussi sur notre blog, le blog politique. Vous connaissez l'adresse. La semaine prochaine, une autre question liée à la présidentielle à Midi-Pyrénées. Le Front National peut-il percer en Midi-Pyrénées? D'ici là, votre flash d'information régionale. Bonne fin de week-end sur France 3, Midi-Pyrénées.